Alors, bonjour tout le monde. Bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Vous l'avez déjà vu, entendu auparavant. C'est Albert Bissada. Merci Albert d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me Alors, recevoir. ça me fait plaisir tellement. Euh, Puis d'ailleurs, si Albert nous avait parlé dans le cadre du sommet Éveil au bien-être il y a un an. Et moi, je me rappelle, cette entrevue-là était vraiment géniale parce tu avais été vraiment dans les profondeurs de l'éveil. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment parlé. Donc, pour celles qui veulent reconnecter avec Albert, vous pourrez aussi aller entendre ou, en fait, plus entendre ce podcast-là. Donc, pour présenter Albert, pour ceux qui connaissent pas Albert, alors Albert, il est maître en yoga, maître en hypnose, maître en programmation neurolinguistique. Il est facilitateur en constellation familiale et lecteur de rêve. J'imagine qu'il y a un nom plus joli pour dire On ça. peut dire décodeur de rêve aussi. Enfin, euh, il y a un titre que j'aime bien, mais j'oublie comment ça s'appelle. Quelque chose avec onirique. Tu sais, onirique, c'est un autre mot qu'on utilise pour le chant des rêves. Mais bon, on se comprend. Ouais, le chant des rêves. C'est beau. Oui, normalement, il était une fois, euh, la lecture des rêves, ça se faisait enfin, dans la culture occidentale, bien sûr, dans le cadre de la psychanalyse. C'est un des premiers à ramener la valeur des rêves dans notre culture. C'était Freud. Freud a publié un livre dans l'année 1900 exactement qui s'appelait L'interprétation des rêves. Et lui, il disait que les rêves étaient la voie royale de l'inconscient. C'est l'inconscient, on accepte le principe, mais ça reste mystérieux parce que ça parle du champ cognitif qui influence à tous les niveaux, tous les aspects de notre être, tous nos comportements, toutes les façons de penser, de réagir, d'interpréter le monde. Ça se fait dans une partie de notre conscience auquel on n'a pas directement accès. Tu sais, on dit que c'est l'inconscient, c'est-à-dire c'est ou subconscient. C'est en dessous de la conscience. Donc, comment y accéder? C'est-à-dire, on y accède indirectement par la façon dont on réagit, par nos comportements, par nos lapsus. Tu sais, c'est Freud qui a parlé des lapsus. Lapsus, tu sais, c'est les choses que l'on fait qui, qui contredisent quelque chose, c'est-à-dire une attitude consciente, mais qui révèle quelque chose que l'on porte dans l'inconscient. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va dire qui doit aller chercher sa femme à l'aéroport. Puis là, il dit, ah, je vais aller chercher ma mère à l'aéroport. Oups! Lapsus qui nous indique le lien entre eux. C'est qu'il perçoit puis il vit la relation avec sa conjointe comme il vivait la relation avec sa mère. Il se pourrait qu'il n'en ait pas du tout conscience de ça, tu sais? Et donc, on n'a pas directement accès à l'inconscient, donc ça reste au-delà de nous-mêmes, mais toutes les structures de nos croyances sont dans notre inconscient. Donc, si on veut vraiment se connaître et grandir, ben, on doit aborder le champ de l'inconscient parce que c'est là où tout réside, c'est là où on plante les graines, si on veut. Tu sais, si on imagine une métaphore pour parler de l'esprit conscient et inconscient, puis on regarde un jardin, l'esprit conscient, c'est tout ce que l'on voit du jardin. On voit les fleurs, on voit les plantes, on voit les mauvaises herbes. Mais tout ça, elles ont une source plus profonde auquel on n'a pas directement accès, n'est-ce pas? Il faut creuser pour trouver ce qu'il y a là. Et donc, quand on dort le soir, l'esprit conscient s'éteint. Tu sais, on dort. Et puis là, d'un coup, ces films se déroulent dans notre esprit, tu sais, ces rêves. Mais d'où viennent ces rêves-là? Ben, c'est de l'inconscient. Et les rêves nous donnent une fenêtre directe au contenu de notre inconscient. Donc, une des meilleures façons de saisir ce qui se passe en nous, ben, c'est de noter nos rêves, tu sais, et de leur donner de l'attention et apprendre à les connaître, puis apprendre à connaître le langage de nos rêves.
Ouais. Alors, si vous ne l'aviez pas compris, aujourd'hui, Albert vient nous parler de la lecture des rêves. Alors, en effet, merci pour cette belle introduction. C'est vraiment fascinant, fascinant, fascinant. Et c'est quand même intéressant parce que je me rappelle quand on avait eu cette discussion-là il y a un an, moi, je t'avais invité vraiment pour nous parler des constellations familiales, euh, mais euh, mais tu m'avais dit que ce qui te faisait triper à ce moment-là, c'était que tu fais beaucoup d'accompagnement en individuel aussi, et donc tu fais aussi de l'interprétation des rêves en individuel. Et tu me disais, ah, ça me fait vraiment triper en ce moment, c'est vraiment mon dada. Et c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai suivi plusieurs formations avec Albert et toutes les formations que j'ai suivies avec Albert, c'est beaucoup de l'ordre justement de l'inconscient, de travailler avec l'inconscient en fait en yoga nidra et en programmation neurolinguistique slash un peu hypnotique, langage hypnotique. En fait, je pense que c'était même ça le titre du cours, Hmm. ou presque. Euh, alors, donc, d'entrée de jeu, donc nos rêves sont de l'ordre de l'inconscient. Et pour aller un peu plus loin, donc quand les gens viennent te voir, je suis vraiment curieuse, quand les gens viennent te voir, est-ce qu'ils viennent te voir parce qu'ils ont toujours un même rêve qui revient ou est-ce que c'est des rêves qui sont traumatisants? Qu'est-ce qui amène les gens vers toi, ce Pour type faire de... le travail sur les rêves, Ouais. euh, écoute, il va y avoir plusieurs situations différentes. Il va y avoir la situation de, ben, j'ai un rêve récurrent depuis des années et j'aimerais comprendre pourquoi ces images me reviennent, tu sais, tant de fois dans ma vie, parce que ça les travaille, tu sais, c'est quelque chose qui agit sur l'esprit, et puis ils veulent aller au bout de ça. Ou sinon, ils ont un rêve qui les a percutés particulièrement, d'une façon ou d'une autre, peut-être un cauchemar, ou peut-être juste un autre rêve saisissant au niveau tu sais, de son mystère, parce que tu sais, c'est curieux les rêves, dans la façon que tu sais, ça s'exprime. Oups! Oh oh! Es-tu toujours là? Attends. Moi, je suis encore là, je t'entends, je te vois. Quelque chose a apparu sur mon écran alors. Et puis, ou c'est des gens qui aiment l'univers des rêves et puis ils notent le rêve depuis un bout. Puis là, ils décident que, tiens, ils veulent examiner un rêve ou plusieurs rêves. Donc ils m'appellent pour venir me voir pour ça. Pour ça. Et oui, Oui. Et donc, des fois, ils vont m'envoyer le rêve avant, comme ça, puis je vais le lire et prendre quelques notes. Comme ça nous sauve un peu de temps dans la séance. Sinon, ils arrivent, puis ils me racontent le rêve, puis là, on commence à le décortiquer. Tu sais, puis on fait beaucoup de références à leur vie, bien sûr, parce qu'un rêve, ça a des tentacules dans les profondeurs de l'être. Puis les gens ne soupçonnent souvent pas à quel point des images qui semblent anodines dans un rêve ont tellement de pertinence à tellement de niveaux. Puis c'est vraiment merveilleux de découvrir ça. ouais, Tu sais, ce qui oui. se passe quand on fait du travail par les rêves, on découvre vraiment il y a une plus grande intelligence qui habite notre conscience. Et puis, on commence à reconnaître d'une façon vraiment palpable sa présence. Parce que les rêves sont aussi très indicatifs de besoins, c'est-à-dire elles pointent vers quelque chose, elles pointent vers ce qui est en train de monter en nous comme prise de conscience, comme nouvelle façon d'être et de devenir. Tu sais, toutes les thématiques qui nous inhibent et qui nous retiennent. Et c'est vraiment quelque chose. Puis à force de décortiquer plusieurs rêves et puis de sentir que c'est tellement intelligent, c'est tellement extraordinaire, puis ça vient de moi. Tu sais, d'où est-ce que ça sort? Attends un petit instant. On a un Excuse-moi, mon fils. Oui, je craignais que vous commenciez à l'entendre. Mhm, Fils, mhm. sois tranquille. Alors, petite parenthèse. Donc, tu disais, donc, c'est que les rêves vont dans les profondeurs de l'être. Et, euh, et là, ça a un peu coupé ce que tu racontais, mais peut-être pour réanimer un peu cette discussion-là, qui est très intéressante d'ailleurs, qu'est-ce que ça dit de soi?
en fait, il y a plein de questions qui me viennent, mais la première, ça serait de qu'est-ce que ça dit de soi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille en ce moment qui refait surface ou c'est quelque chose dans nos désirs d'avancer qui nous donne des indices ou parfois c'est même pas dans le champ de ce qu'on est en train de créer? Alors, c'est les 2. C'est ce que l'on vit en ce moment et comment on le vit et puis vers là où on va, tu sais? Alors le maître, donc Freud est arrivé avec son livre, mais lui, il avait une façon très particulière. Donc parce que l'inconscient est invisible, on n'y a pas directement accès, ces gens très intelligents qui formulaient ces notions ont dû développer des modèles. Donc Freud, il avait un modèle de l'inconscient. Hem, un de ses collègues, 20 ans plus jeune, qui a travaillé avec lui pendant plusieurs années, mais là, il y a eu un écart parce qu'il y a eu une différence, de compréhension. Ça, c'est Carl Jung. Carl Jung, c'est vraiment le maître, et la plupart des écoles aujourd'hui qui prennent au sérieux l'étude des rêves et décortiquer les rêves, suivent la pensée et puis les découvertes ou les théories de Carl Jung. Et Carl Jung, lui, il avait saisi qu'il y avait dans la profondeur de notre inconscient, un potentiel. Il appelait ça le soi, c'est-à-dire une une partie de notre conscience qui est en contact avec le sacré et c'est comme si tu veux, une partie de nous, de ce qu'on va devenir, comme la partie comme si on devait imaginer un soi nous-mêmes totalement réalisé à tous les niveaux et sur toutes les sphères, cet être-là, il existe en quelque part dans les profondeurs de notre conscience. Et puis selon lui, c'est cette partie de nous comment dire? Qui était le tisseur de nos rêves. Et donc, les rêves, en quelque part, ont la tentative de rassembler les parties fragmentées de notre être et en les rassemblant, de recréer un sentiment de plénitude, d'entièreté pour vraiment déployer, et devenir comment dire? Devenir cette partie de soi épanouie. C'est comme si la partie épanouie de soi existait en nous dans le potentiel et nous guidait vers elle-même et puis elle nous donne des indices dans nos rêves. Wow! Donc, l'être réalisé qui existe et auquel on aspire pour plusieurs personnes qui ont lu sur ça et qui ont accès à cette information-là, si on veut. Donc, dans le fond, nos rêves sont comme une map inconsciente vers l'accès à cet être réalisé. Donc, moi, j'aime bien dire, puis tu me diras si c'est une vision qui est juste, on vient ici pour justement toujours peaufiner ce diamant-là vers le soi. Donc, si on se réfère au fait qu'on revient plusieurs fois dans plusieurs vies, donc les rêves sont là pour nous amener à toujours aller plus en profondeur, même donner des indices, que ça Oui, serait juste. totalement, totalement. Et comment dire? C'est les rêves sont une partie de notre conscience plus large et qui voit et perçoit plus que nous, dans notre conscience consciente, saisissent. Et donc s'ouvrir à nos rêves nous permet d'accéder à ce plus large. Mais ceci dit, notre inconscient est porteur de toutes sortes de croyances limitantes aussi. Et notre inconscient va déballer ces croyances limitantes aussi. Mais à force d'être présent avec ces éléments-là dans nos rêves, elles vont éventuellement se révéler comme étant limitantes pour proposer un chemin qui est plus expansif. Tu sais, c'est-à-dire ce dont on est appelé à être. Cet appel, il vient pas de nulle part. C'est pourquoi on a cette aspiration, tu sais, de grandir. Ça vient d'où? Ça vient de quelque on fait référence à quelque chose. Il y a quelque chose en nous qui sait que ce que l'on est maintenant, pas l'entièreté de ce que l'on peut être.
Et que si on faisait quelques démarches, on pourrait développer et manifester ces parties de nous avec lesquelles on sent une possibilité, mais qu'on n'a pas encore manifestée. Et donc, cette partie de nous, que l'on aspire à devenir, on la connaît à un certain niveau de réalisation, et mais cette partie-là est une conscience vivante qui habite notre esprit, notre conscience plus profonde. Et elle est en communication avec la conscience auquel on s'identifie pour l'aider à, s'intégrer l'un l'autre, tu sais? Et elle nous parle non seulement dans nos rêves, mais elle va nous-même nous parler dans la vie, tu sais? C'est ce qu'on appelle notre intuition. Mm. L'intuition, c'est les choses que l'on sait sans savoir comment on les sait, mais on sait qu'on les sait. Si on rentre dans une pièce, puis d'un coup, on sent que waouh, ça résonne, je suis bien ici. C'est pourquoi on ne sait pas trop, tu sais, ou on s'assoit à une table dans un restaurant, puis on est mal, on ne sait pas pourquoi. Puis on change de place, tu sais, à 2 mètres, puis là, d'un coup, on est bien. Tu sais, c'est quoi qu'on est en train de faire? Tu sais, c'est plein de choses. Imagine quelqu'un qui j'ai entendu une histoire il y a pas longtemps d'un comptable, hem, à 35 ans, je crois, qui a pris son premier cours de tango, est tombé en amour, a fait 2 3 ans de tango, a arrêté la comptabilité, est devenu prof de tango. Donc à 40 ans, il devient prof de tango, puis c'est la passion de sa vie. Où était la passion pour le tango quand il avait 30 ans? Mm. Tu sais, ça existait en lui en quelque part, mais il le connaissait pas, tu sais? Donc c'est comme une graine dans le jardin, mais qui a pas reçu d'eau, studio de danse tango. C'est sûr que quelque chose en lui résonnait. D'un coup, son intuition lui disait: «Non, mais il y a quelque chose pour toi ici». Puis donc ça l'appelle à continuer, tu sais? Et donc cette partie plus profonde, tu sais, le danseur de tango existait en quelque part et puis il chuchotait quelques indices. C'est peut-être que pendant des années, il marchait le long de la rue où il y avait le studio de tango, puis tu sais, ça résonnait, puis il l'ignorait. Puis là, un jour, il s'est dit: «Ben là, écoute, ça fait des années que je vois cette affiche tango. J'ai envie d'y aller». Tu sais? Sûrement quand il rêvait sans s'en rendre compte, il devait rêver de certains indices de ça aussi, tu sais? Puis qui l'appelait à vivre des choses qui allaient lui permettre de, tu sais, trouver un chemin qui allait lui permettre de s'étendre. Tu sais, Oh, c'est c'est intéressant. oui, tout à fait. Notre inconscient et les profondeurs de notre inconscient nous parlent, nous Mm. donnent des indices, tu sais? C'est une des grandes différences entre les théories de Jung et de Freud. Freud, dans son modèle, l'inconscient, c'était vraiment le placard des squelettes. Tout ce qui était refoulé, tout ce qui n'avait pas le droit d'être, toutes nos tendances, nos instincts, notre agressivité, notre sexualité, nos blessures d'enfance, pour lui, c'était ça l'inconscient. C'était ombre, seulement ombre. Jung, quand il est arrivé, puis il observait, tu sais, les êtres humains, il disait: «Oui, effectivement, dans l'inconscient, il y a ce placard, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y a ces possibilités futures qui nous appellent», tu sais? Puis là, il a commencé à décortiquer l'inconscient, différemment, tu sais? Ah, c'est tellement merci d'avoir précisé ça parce que c'est vrai que Freud, on peut se référer à lui pour ça, mais en plus, là, tu le confirmes parce que tu les connais bien, évidemment. Mmh. Euh, donc, quand les gens viennent te voir pour la lecture des rêves, est-ce que dans donc toi, tu décodes le rêve, donc tu peux leur donner, comment tu travailles avec eux? Tu leur donnes des pistes sur quoi réveiller à Bonne leur question. Oui, oui, alors, parce que il on est très unique comme individu, mais à la fois, on participe à un collectif. Donc il y a un aspect de la façon que notre conscience ou notre inconscient s'exprime qui est, très universel et un autre aspect qui est très individuel et donc, chaque rêve est un univers en soi. C'est quand on entend un rêve, la 1re fois qu'on l'entend, ça fait très étrange. Tu sais, parce que c'est le langage de la partie de nous qui est irrationnelle. Donc c'est pour ça que dans les rêves, il y a des possibilités, tu sais, qui pourraient pas se faire dans la matière. On peut voler, puis on peut passer à travers les murs, tu sais,
On peut parler à quelqu'un qui est tantôt notre frère, puis tantôt notre chum, puis tantôt notre père, tu sais, dans le même rêve, au même moment. Tu sais, les formes sont fluides et malléables et elles changent. Donc, la première chose qu'on regarde quand on regarde un rêve, c'est l'atmosphère émotive du rêve. Et ça c'est notre plus grand indice. Donc, le rêve, si on le regarde bien, a une trajectoire. A comme toute histoire, généralement un début, euh, un milieu où il y a un drame quelconque, puis une conclusion. Et à travers ça, il va y avoir un mouvement émotif. C'est de différentes couleurs, confortable, inconfortable, paisible. Je sais pas, ça, tu sais, ça peut être toute la palette d'émotions que l'on peut éprouver. Et donc, généralement, on va remarquer un mouvement. On va commencer dans une couleur émotive, puis on va conclure dans un autre. Les rêves vont toujours faire référence aux thématiques de la vie, c'est donc de notre vie. Donc là, on essaie de voir où est-ce qu'il y a un mouvement émotif semblable, tu sais? Parce que des fois, les images dans les rêves sont des parallèles. Elles font référence à des choses. Elles vont faire référence généralement à des mouvements intérieurs et des perceptions intérieures et comment on vit le monde extérieur. Donc, le monde extérieur n'est pas le monde extérieur dans le sens qu'il est très difficile de différencier la réalité et la perception, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Deux personnes peuvent entendre le même discours et retenir des choses très différentes. Deux personnes peuvent témoigner le même événement et percevoir et comprendre des choses très différentes. Donc, le fil de perception, il est indistinguable de la réalité même. Et selon Jung, justement, on était toujours dans un état de rêve. Même quand on était réveillé, on rêvait, mais on ne se rendait pas compte qu'on rêvait. Et que le filtre de perception du monde, euh, c'est le contenu de nos rêves. C'est-à-dire, comment l'expliquer? Qu'est-ce que j'essaie de dire? On sait qu'il y a un filtre, n'est-ce pas? Tout le monde accepte ça. C'est-à-dire, on l'accepte intellectuellement, mais émotivement, souvent, on l'oublie. Mais ce filtre-là, c'est ce qui va faire le contenu de nos rêves. Donc, Donc, si on les veut comprendre comment... perceptions, excuse-moi, donc les perceptions Oui, qu'on a de l'extérieur nous suivent à l'intérieur. ben, Donc, plus que ça, c'est encore plus fort que ça. On va percevoir le monde par le filtre d'images intérieures. On a des images dans notre esprit et ces images sont les lentilles par lesquelles on perçoit le monde. Je peux te donner un exemple personnel parce que c'est percutant puis ça l'explique bien. J'ai été élevé par un père très dominant. Mon père, il vient du sud de l'Égypte et la culture est vraiment de sorte que on avait la croyance que l'on fortifiait les fils en les écrasant. Tu sais? Et donc, c'est une forme d'amour, mais c'était très intense. Surtout qu'en grandissant, né au Canada et à grandir au Canada, dans le contraste de comment mes amis étaient élevés, puis ce qui se passait à la maison était très fort, que rendu ado, je débordais de tension, tu sais, j'en pouvais plus. Et puis là, jeune homme, tous les hommes d'un certain âge qui avaient une position d'autorité, j'étais incapable de les voir autrement que comme un tyran qui voulait m'écraser et me dominer. Et donc, moi, je devenais excessivement réactif et rebelle. J'étais, comment dire, c'est quoi le mot? J'étais insupportable. Tu sais, je ne pouvais pas tenir un travail parce que quiconque tentait de me dire quoi que ce soit, moi, je le prenais comme un abus. Tu mhm, comprends? mhm. J'étais pas capable. Et moi, j'étais convaincu. L'autre personne était juste, ben là, c'est mon rôle et c'est mon travail de, tu sais, de te donner des instructions. Tu sais, et je ne pouvais pas prendre d'ordre, par exemple, parce que je le détournais beaucoup plus tard, à force de, tu sais, voir. Et là, beaucoup plus tard, enfin, plus tard dans la vingtaine, quand j'ai commencé à regarder mes rêves, elle figurait énormément de personnages tyranniques.
Je Mhm. rêvais de rois tyranniques, je rêvais de, tu sais, de personnages militaires tyranniques de toutes sortes. Puis petit à petit, ces personnages ont perdu leur ampleur dans mes rêves et d'autres genres de figures masculines ont commencé à apparaître. Et donc, les mouvements des symboles intérieurs ont reflété les mouvements de mon expérience intérieure. Et donc, ma lentille, en quelque part, s'est assainie. Tu sais, et j'ai pu avoir des relations avec des hommes plus âgés, plus autoritaires, plus clairs, plus lucides et plus saines. Tu sais? Et c'est ce qu'il disait, Carl Jung, c'est-à-dire c'est que notre évolution intérieure est en fait l'évolution de nos images intérieures. Oui, Et donc, on a une grande valeur à comprendre et se connaître c'est quoi les images qui m'habitent et qui ont une résonance. Donc, pour revenir au rêve, donc une personne va raconter son rêve et puis il va y avoir un mouvement émotif. On va tenter de faire les parallèles à sa vie. Où est-ce qu'elle sent un mouvement semblable, où elle prédit, ou elle anticipe un mouvement semblable. Tu sais, des fois, ça peut être comme ça. Et puis là, on va regarder les images mêmes, c'est-à-dire les images, les objets, les personnages et les lieux qui vont apparaître. Et on va aller voir l'élément universel. Tu sais, il y a des éléments très universels, mais à la fois l'élément très, très unique à la personne. Tu sais, par exemple, si toute ta vie, tu avais un poisson rouge, et puis là, un jour, je sais pas, ta sœur, elle arrive, puis elle se fâche, puis elle prend ton poisson rouge, puis tu sais, elle le met à la toilette, là. Puis toi, enfant, tu sais, tu vis quelque chose. C'est sûr que si tu rêves d'un poisson rouge, ton rêve va faire référence à cet événement-là, tu sais? ok. Et ça, c'est quelque chose que seulement la personne peut savoir. Donc, on va généralement voir les associations que la personne va avoir. Mais il y a des thématiques qui sont pas propres à la personne, mais qui sont universelles, sont propres à la conscience collective. Tu sais, des choses, par exemple, c'est ouais, certaines formes, c'est certains types d'archétypes, tu sais, une figure de différentes sortes. C'est quand on regarde les contes et les histoires, on voit les mêmes genres de figures qui reviennent à travers le monde, tu Mhm. sais, et ça va nous parler des archétypes qui sont universels, qui vont avoir une résonance avec tous les êtres humains, par exemple, tu sais, l'enfant divin, tu sais, le héros, tu sais, la sorcière noire, tu sais, toutes sortes de choses, de l'or, hum, quoi d'autre, tu sais, ouais, le vieux sage, des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle des archétypes. Et puis, ces archétypes, elles agissent d'une façon assez parallèle dans chacun de nos consciences. Elles vont peut-être avoir une couleur propre à soi, mais l'essence de la forme reste assez semblable. C'est pour à peu près tout le monde. Donc, dans le fond, ça va devenir un peu comme le portrait de l'inconscience. En fait, de ce que je comprends, c'est que la personne va venir te voir. Va venir te voir, elle va dire, OK, voici mon rêve. Donc, c'est comme, c'est une image, c'est presque un film. En fait, c'est un film. Donc, et donc, le film, on se met à analyser le film comme si ce film-là avait un paquet d'informations à te donner sur qui tu es présentement et possiblement Oui, des choses que tu as envie de transformer en toi, des choses qui sont inconscientes que tu aimerais possiblement amener à ta conscience. Donc, c'est vraiment oui, le but et la façon dont je comprends que, très simplifié, là, que tu oui. fonctionnes. Mais écoute, veux-tu essayer? Veux-tu regarder un rêve? As-tu un rêve dernièrement dont tu aimerais partager? Puis Moi, c'est drôle, mais c'est vraiment intéressant. C'est drôle parce que, attends, Nathalie, je t'entends plus. Il y a quelque chose avec ton micro. ah, Peux-tu- et là, si je parle comme ça. Oui, ça va, oui. Mhm. Mais avant d'aller là, moi, j'ai tout le temps été curieuse de mes rêves. Puis on m'avait donné en cadeau des différents livres, là, le livre des rêves et des symboles, puis un autre livre sur les rêves. Puis des fois, il allait beaucoup dans le détail au niveau des couleurs ou des objets. Mais finalement, de ce que je comprends, puis souvent, ça avait aucun rapport avec. En fait, ça me parlait pas quand je lisais. Tu sais, mon intuition elle me disait, je suis pas sûre que c'est ça. Alors, dans le fond, ces livres-là,
dans les symboles universels peuvent peut-être nous en dire un peu, mais pas tant dans les symboles, justement, comme le poisson rouge, là. Oui, c'est ça. Donc, tu peux lire dans un livre comme ça, Le Poisson rouge, tu sais, qui est un symbole, c'est un symbole connu, surtout par exemple en Chine, on voit des poissons rouges de partout. Je crois que c'est un symbole d'abondance, de bonne fortune, tu sais, de mouvement. C'est un être qui habite l'eau, et donc l'eau est généralement perçue dans un rêve comme un domaine lié à l'émotion, parce que c'est quelque chose qui coule, tu sais, au féminin en quelque part. Mais dans le cas de la personne qui a perdu son poisson, c'est sûr que c'est pas ça les références, tu sais. Exact. On peut regarder des livres de symboles pour voir s'il n'y a pas un aspect universel, et si ça a une résonance, ben là, on le suit, c'est une piste. Si ça n'a pas de résonance, on laisse aller. Tu sais, les rêves sont profondément mystérieux et puis elles viennent d'une source tellement profonde, c'est-à-dire le mystère même. Et donc, on ne peut jamais vraiment arriver au bout de l'entièreté du sens d'un rêve. On peut quand même explorer certains éléments, certaines dimensions, et puis y trouver justement de l'information qui nous emmène des prises de conscience. Mhm. Il y a toujours un peu plus qui nous échappe. Et puis, on suit vraiment cette piste où est-ce que ça résonne? Tu sais, est-ce que ça parle? Puis vraiment, quand on décortique un rêve, puis on arrive sur quelque chose, parce que ça vient de l'inconscient, quand l'esprit conscient le saisit, l'esprit conscient a un sentiment d'élargissement. C'est un sentiment d'élargissement, quand on fait ah ouais, ça a tellement de sens. Ah, tu sais, on sent comme une ouverture. Puis là, ça nous permet tu sais, de mieux en comprendre, même si des fois, ça nous confronte à des choses difficiles à vivre. Tu sais, Ouais, des fois, c'est le cas. tout Parce à qu'on a un fait. côté ombre, puis les rêves vont nous montrer ces côtés-là aussi. OK. Et puis là, ça m'amène à une autre question pendant qu'on est dans ce sujet-là. Donc, ça peut être un portrait de la situation, ombre, lumière, vers où je vais aller, qu'est-ce que j'ai à comprendre ici et maintenant. Mais souvent, il y a des gens qui viennent nous voir dans nos rêves. Puis moi, souvent, j'ai cette, tu sais, puis tu sais, je vais voir quelqu'un dans mon rêve, cette personne-là va m'appeler, va me contacter, ou je vais voir quelqu'un dans mon rêve, puis c'est tellement précis ce qui se passe que c'est comme si la personne était venue me voir pour me dire, voici, c'est ça qui se passe en ce moment. Je me suis tout le temps demandé, est-ce que c'est parce qu'on est en train de dormir puis on est vraiment en communication ou c'est encore vraiment de l'ordre de l'inconscient? C'est une super bonne question. Parce qu'effectivement, les rêves viennent d'une source au-delà de soi que par les rêves, on a accès à des couches d'informations qui sont hors du temps. Et il va arriver qu'on va rêver d'événements qui peuvent arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rêve prémonitoire. Et tu sais, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir quand ils entendent que je fais du travail par les rêves, puis ils me disent, tu sais, moi, je fais des rêves qui arrivent. Et moi, je les regarde, puis je leur dis, oui, tout le monde en fait. Tu sais? OK. Parce qu'effectivement, on en fait tous. Je crois que la proportion de rêves, c'est quelque chose comme, tu sais, 5%, et peut-être c'est plus pour certaines personnes. Le problème, c'est que la substance et la qualité du rêve prémonitoire est la même qu'un rêve symbolique. Et on n'a pas moyen, par le rêve, de saisir si c'est un rêve prémonitoire ou juste un rêve symbolique. Dans tous les cas, même quand c'est un rêve prémonitoire, ça a généralement quand même une valeur symbolique. Donc, on aborde le rêve d'abord de façon symbolique. Et puis, on fait une lecture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments du rêve sont un symbole d'un aspect de notre propre conscience, d'un aspect de certaines attitudes que l'on a, de certaines formes pensées que l'on peut avoir. Tu sais, j'avais une cliente qui avait rêvé d'un mur plein d'épines, tu sais, de clous. Et puis en discutant, ces clous-là, c'était le reflet son autocritique, une voix autocritique qui était toujours en train de lui percer, tu sais? Puis ça reflétait tellement cette attitude pour elle. Hem, J'avais une cliente qui avait rêvé elle devait faire un chemin sur une vieille bicyclette, tu sais, avec tu sais, chaque fois qu'elle pédalait, il y avait un morceau qui tombait.
Là, c'est le reflet de comme, parce qu'elle vieillissait, elle avait 60 ans, puis elle avait des douleurs de partout, comment elle percevait, puis son corps, son véhicule, tu sais. Et si tu t'imagines, par exemple, tu as un voisin, ça c'est un exemple que je vais souvent donner, que chaque fois que tu sors dehors, tu vois ton voisin en train d'engueuler quelqu'un. Tu sais, il engueule son chien, il engueule sa femme, il engueule ses enfants, il engueule le postier, il engueule le livreur de pizza, il est toujours en train de crier, tu sais. Puis là, un jour, tu as une journée difficile au travail, puis le soir, tu rêves d'être à ton bureau, et puis là, tu tombes, plutôt que dans ton bureau, tu as ton voisin qui est assis à ton bureau. Tu sais? C tu c'est pas tu rêves pas de ton voisin, là. Tu rêves de ta propre colère refoulée. Tu rêves de toi, tu es en colère assis à ce bureau-là, mais tu oses pas de l'admettre parce que tu dois garder ton travail, tu dois faire comme il faut, mais au fond, ça commence à bouillonner. Donc le voisin est devenu un symbole de la permission d'être en colère, tu sais? C'est Et bon. donc oui, c'est quelque chose. Donc la première façon qu'on va aborder le rêve, c'est les personnes sont des aspects de nous-mêmes. Donc on va regarder, disons que tu rêves de ton meilleur ami. Là, je vais te demander qu'est-ce que tu associes à ton meilleur ami? Mais il se pourrait que ça soit des événements partagés, puis qui tu étais quand tu étais dans cette amitié-là. Il se pourrait que ce soit les qualités de cette personne-là, tu sais? Et puis là, on va voir, donc on prend ces qualités-là, puis là, disons que le rêve se déroule en association à quelque chose, tu sais? On va voir peut-être que tu as besoin de ces qualités-là pour aborder une certaine activité. Ouh, c'est bon. Et puis OK. tu sais pas tout à fait comment aborder cette activité-là, mais là, le rêve te le montre. Fais-le comme elle le ferait, tu sais? Aborde cette situation-là comme disons que ton amie, tu sais, comment dire? Comment elle pourrait être là? Tu sais, où elle a une certaine confiance, où elle a une certaine attitude, puis toi, tu c'est pas tout à fait comme toi, tu abordes la chose avec disons, un sentiment d'insécurité ou de restriction où tu contrôles un peu. Puis là, tu rêves de ton ami en train de faire la chose. Puis elle, elle le fait à merveille. Là, ton rêve te dit: «Mais c'est comme ça que tu abordes cette affaire-là», tu sais? Intéressant. Et parce que là, ça peut être très, très, très profond comme prise de conscience, en fait, que les gens font. Alors, tu sais, j'imagine même qu'il doit y avoir des traumas même qui remontent à la surface à travers nos rêves, quand on décide de le décortiquer comme il faut. Alors, à ce moment-là, comment tu vas utiliser comme tes aptitudes de coach puis de hypnologue pour comme C'est-à-dire le supporter. rêve est intelligent. Je fais confiance énormément à l'intelligence du rêve. Tu sais, le trauma, ça dépend de ce qu'on entend par trauma parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup ces temps-ci. OK. Hem, Une blessure. lors lorsque quelque chose monte dans un rêve ou même dans la vie, c'est généralement parce que la psyché a la capacité de le gérer. C'est il y a des traumatismes tellement profonds qu'ils se refoulent et la personne en perd carrément la mémoire, tu sais? Parce que Mm. si cette mémoire devait remonter, ça déstabiliserait la personne à un tel point que ça devient ingérable et donc ça va dans un tiroir puis on la sort pas. Mhm. Cette personne-là, éventuellement, quand elle a trouvé une certaine stabilité dans sa vie, une certaine stabilité intérieure, mais là, la psyché va avoir l'appel de retrouver une intégration parce que la psyché, au fond, elle vit mal, refouler une mémoire parce que ça crée une division. Mais quand la personne, elle est prête, mais là, doucement, la mémoire pourra devenir retrouver accès, tu sais? Donc si la personne rêve de quelque chose, et c'est souvent ça un cauchemar. Un Ah. cauchemar, c'est justement quelque chose qui a besoin d'attention, quelque chose qui était, l'attitude consciente la refoulait et l'inconscient a décidé qu'il est temps de ramener ce truc-là à l'avant. Il est temps de le saisir. Mais l'attitude consciente, elle veut entretenir un certain statu quo et donc l'inconscient a décidé qu'il était temps, c'est-à-dire l'inconscient, c'est-à-dire la partie plus entière de l'être de la personne. Est prête à recevoir à gérer ce truc-là, mais elle doit attirer l'attention de l'attitude consciente et la 1re apparition peut sembler secouante, peut sembler effrayante.
Mhm. Donc, un cauchemar, c'est généralement un bon signe. C'est un indice que la personne, elle est prête à une évolution importante et qu'elle s'aborde à prêter quelque chose qui lui semblait inadmissible et inacceptable. Et c'est pour ça que ça apparaît d'une façon effrayante la première fois que ça apparaît, tu sais? Mais si ça apparaît, c'est parce que le système est prêt à le revoir. Sinon, ça reste, dans une place sécuritaire. Oui, c'est fascinant, fascinant, j'adore ça. Donc, les cauchemars, ça nous dit qu'il y a des choses qui sont prêtes à être vues. Il y a Oui, des rêves prémonitoires que l'on fait. oui. Les rêves qu'on croit souvent où on a l'impression d'être en union avec une autre personne, c'est c'est pas tant ça, c'est plutôt cette personne-là représente. Donc, il faut vraiment l'aborder tout d'abord comme un symbole plus Généralement, une réunion généralement. astrale, là. Oui, c'est-à-dire, il y a un mystère des rêves, puis il y a et de ce mystère-là, en observant ce mystère, Carl Jung, il a formulé le principe de la synchronicité. Donc la synchronicité, ça sous-entend une sorte de magie que l'univers est vivant et répond à notre cheminement. Tu sais, que l'univers créé officiellement, la définition d'une synchronicité, c'est 2 événements aléatoires qui semblent se passer simultanément et elles ont pas un sens logique pour comment dire? Leur déroulement, mais un sens symbolique. C'est-à-dire ça parle à la personne. C'est d'une façon forte et une façon super étonnante et ça nous donne un sentiment de comment dire? Ben, ça défait l'emprise de l'aspect logique et matérialiste de notre esprit, parce que ça n'a véritablement pas de sens, mais c'est indéniable à la fois, tu sais? Et c'est très surprenant et les exemples de ça que moi j'ai vécu dans ma vie en observant mes rêves et même des clients. Donc les gens peuvent par exemple, j'ai eu une cliente qui a rêvé, je crois, de Céline Dion. Hem et Céline Dion, d'une façon proche, elle était avec elle pendant que Céline Dion écrivait une chanson et puis là, le même jour, elle va faire un atelier, je ne me rappelle plus de quoi, je crois que c'était de poterie, mais ça peut être autre chose ou non, un procédé artistique où on imprégnait des images sur des tissus et puis là, la prof leur raconte qu'il y a quelques années, elle a travaillé avec Céline Dion puis elle l'a aidé à écrire une chanson, tu sais? Et ça, c'est une pure synchronicité. C'est quoi les chances qu'elle aurait rêvé de ça? Et puis là, quelques heures plus tard, on lui parle de ça, tu sais? Et effectivement, les rêves sont en contact avec, quelque chose plus grand que nous, avec l'univers même. Et et quand on commence à suivre nos rêves, on sent non seulement cette intelligence en nous opérer, mais dans la matière aussi. Tu sais? Et donc là, la présence, tu sais, le sentiment d'interconnexion devient encore plus apparent et c'est vraiment quelque chose à remarquer et à vivre. Et effectivement, quand on commence à noter nos rêves, on commence à percevoir ces événements-là de façon plus fréquente, tu sais? Et c'est vraiment quelque chose. Donc effectivement, des fois, on peut rêver de d'autres personnes et ça nous donne une information par rapport à eux ou par rapport à leur vie ou par rapport à quelque chose qui est entre vous. Tu sais? Mais il faut juste être vigilant de ne pas sauter sur des présomptions de l'autre et même de soi, parce que le danger est là, tu sais? Mhm. Donc il faut garder une sorte d'attitude d'humilité, on regarde le rêve symboliquement, puis si en cours de route, d'autres choses se révèlent, ben, on reste ouvert à ça. Ah, c'est beau, là. J'aime tellement le parallèle entre, en fait, c'est, c'est comme l'énergie universelle dans laquelle on baigne, dans chaque, tu sais, dans le sens où on a un champ énergétique, puis c'est qu'à quelque part, il y a notre inconscient, mais il y a comme l'inconscient des gens qui partagent notre environnement, dans le fond, d'une certaine façon, qui rentrent en synchronicité ou en symbiose. Et là, on peut aller chercher des éléments encore dans notre inconscient, mais comme c'est une artiste, elle a lu ça peut-être, tu sais, son énergie a lu dans l'énergie de cette personne-là, cette information-là, puis Qui elle l'a sait? ramené dans son rêve. Qui sait? Ça reste un mystère. Ça reste un Heu, mystère. oui, c'est ça.
C'est-à-dire, Carl Jung, il a parlé d'un autre principe extraordinaire. Il était tellement révolutionnaire. Tu sais, ça fait 100 ans là, qu'il a commencé à écrire, vraiment, là. Mais ce qu'il a écrit est encore tellement pertinent. Mais un des principes dont il a parlé, c'est de la conscience collective. Et donc on a l'esprit conscient, c'est ce qu'on croit que l'on est. On a notre inconscient personnel, c'est-à-dire le réservoir de nos mémoires, de nos expériences, de nos croyances. Mais là, notre inconscient avait une racine plus profonde. Donc, si on revient à notre métaphore du jardin, tu sais, il y a les fleurs, puis les mauvaises herbes à la surface, il y a les graines, et puis les racines, mais plus profond encore, toutes les racines de toutes les plantes, de tous les jardins s'entrelient, tu sais. Et donc, on puise, notre conscience puise de ce champ plus profond encore, universel de la conscience. Et puis dans les profondeurs, c'est-à-dire il y a un champ mythique, si on veut, où il y a le savoir absolu, ce que les yogis appelaient le champ akashique, où il y avait le réservoir de tout le savoir comme une bibliothèque mythique, où il y a tout le savoir accumulé de toute l'humanité, de tout temps, passé et futur. C'est le champ akashique. Mhm. Et donc, c'est une image ou un symbole pour parler de, tu sais, des couches, couches, couches profondes, profondes, profondes de notre conscience. Et donc, oui, effectivement, on est entreliés psychiquement de toutes sortes de façons dont on ne peut même pas imaginer. Et il y a un phénomène télépathique qui se passe, c'est-à-dire on partage des informations et puis on peut alors rêver de ces choses, tu sais, Mhm. sans savoir tout à fait que ça vient de là. Mais ça a été étudié. Il y a un principe en psychologie qui s'appelle groupthink. Et ça, c'est la psychologie très, comment dire, standard qui s'étudie dans les universités. Ils ont remarqué que quand il y a certains groupes de gens qui se rassemblent, ils ont une tendance à se rassembler dans leurs croyances et leurs perceptions et ils sont influencés les uns les autres et ça crée des détournements, ça crée des détournements de la réalité. C'est-à-dire, pour rester fidèles au groupe et à la conscience du groupe, ils vont commencer à percevoir les mêmes erreurs ensemble. Tu sais, puis on voit ça par exemple, tu sais, quand les gens ont beaucoup d'affinités pour une certaine identité collective, m- leur pensée est déterminés par le collectif auquel ils appartiennent, puis ils sont dans un refus d'accepter tout ce qui pourrait le contredire, tu sais? Et ça crée même des codes éthiques, tu sais? Un groupe identitaire va avoir un certain code éthique qui pourrait alors s'opposer à un autre groupe et tous les problèmes qui peuvent s'en venir à ça, tu sais? Puis, mais ça fait partie être humain. On a cette tendance à se rattacher à certains collectifs et finir par être influencé psychiquement et penser comme eux, tu sais? Et ça prend énormément de, comment dire, de vigilance pour reconnaître ces mouvements-là, pour retrouver notre identité et ce processus-là, ce cheminement-là, de retrouver ce qui est réellement à nous. Carl Jung, il appelait le processus d'individuation, tu sais, où on redevient un vrai individu avec notre lien avec, tu sais, le mystère et on se sent porté par le mystère pour devenir la plénitude de notre être. Avec l'intuition et l'accès à nos rêves. Peut Oui, nous c'est ça, donner, tout à fait. nous Ouais, donner des inspirations. savais pas qu'on allait aller dans tous ces principes-là. Enfin, mais c'est sûr que c'est difficile de ne pas parler de Young quand on parle de rêve. Comme j'ai dit, c'est vraiment la référence. Ouais. Ouais. Le temps passe, puis on pourrait sûrement en parler encore plus longtemps. Mais j'ai envie de savoir, donc, tu fais la lecture ou le décodage de rêves pour les gens qui viennent te voir individuellement. Est-ce que tu enseignes aussi la lecture? Est-ce que tu as des ateliers ou c'est vraiment comme individuel? Comment tu Alors, utilises? des fois, je vais faire des fois, je vais donner des ateliers d'un après-midi, puis je vais montrer quelques outils simples pour décortiquer un rêve. C'est principalement comme je viens de le décrire. On regarde le champ émotif, et puis là, on prend les éléments du rêve, puis on fait des associations, puis là, on re-regarde le rêve avec la couleur des associations. Et juste faire ça emmène énormément d'informations sur le rêve. Donc, des fois, je fais des ateliers d'après-midi ou tu sais, d'une soirée où je vais faire ça. Souvent, ce que j'ai organisé, c'est des cercles de rêve, de petits groupes de à peu près 8 personnes
Et puis, à toutes les semaines, on va se voir, puis on va partager deux, trois rêves. Puis au bout de la série, tout le monde aurait vu deux rêves. C'est par exemple 6 semaines. Mhm. Et puis sinon, en individuel, tu sais, où on peut vraiment faire un travail avec le rêve aussi. Des fois, Mhm. ce que je vais faire, c'est qu'après avoir le rêve, on va faire ce que Colin il appelait de l'imagination active, c'est-à-dire on va retourner dans le rêve pour le vivre, où on va imaginer à on va revoir le rêve par un autre point de vue. Disons, c'est un élément du rêve. Si on revient à notre rêve du voisin, tu sais, qui est sur le bureau, on va imaginer être le voisin, puis sentir et percevoir le rêve de ce point de vue-là. Tu sais, puis se donner la permission alors à notre colère, tu sais, par exemple. Et puis ça, c'est intéressant. Ou on va juste revoir le rêve, puis le vivre autrement. Peut-être le rêve veut continuer pour un autre aboutissement, ou peut-être pour saisir d'autres enjeux. Ou on va prendre les éléments de rêve, puis on va faire un petit travail intérieur pour vraiment intégrer ces messages, pour les laisser se pénétrer davantage. Tu sais. C'est Oh, c'est comme, très comme, intéressant. comme un tremplin pour faire un travail un peu hypnotique, imaginaire. Ouais, OK. Mais là, pour ceux qui nous écoutent, là, il y a déjà plein de pistes que les gens peuvent prendre dans leur quotidien, dans leur. Tout d'abord, c'est de noter ses rêves, hein. C'est vraiment, quand on s'en rappelle, on le note. Puis ensuite de ça, ben justement, de reprendre ces éléments-là, puis d'essayer de le faire, puis de jouer comme ça par soi-même. Mais sinon, des ateliers, puis des cercles de rêve. Puis sinon, si vous voulez aller voir Albert en individuel pour vraiment aller beaucoup plus loin, puis plus en profondeur, c'est vraiment des super beaux outils, je trouve, pour aller en soi. Puis j'ai une autre question avant qu'on termine. Qu'est-ce qui fait qu'on se rappelle ou pas de nos rêves? Il y a des moments où on rêve beaucoup, puis il y a des moments où on rêve moins. Qu'est-ce qui... Généralement, c'est parce qu'on a des préoccupations de vie. Tu sais, quand on se lève le matin, il y a un petit moment qui s'appelle l'état hypnopompique, où on n'est pas tout à fait endormi, mais pas tout à fait réveillé non plus. Puis c'est dans cet état-là qu'on se rappelle de nos rêves. Mais c'est très bref, c'est vraiment une petite fenêtre. Donc, pour se rappeler de nos rêves, on veut vraiment prolonger ce moment-là. On prolonge ce moment-là d'abord en y prenant conscience, puis en restant dedans. Tu sais, la tendance, c'est que l'esprit se réveille et elle s'apprête à s'extérioriser. Si on quitte le monde du sommeil et de l'inconscience, on se réveille, puis on va vers l'extérieur, et on va, comment dire, on embarque sur le train de notre vie. Tu sais, puis très rapidement, l'esprit est rempli par toutes les préoccupations de la vie. Ce qui fait que ce petite fenêtre, les rêves, c'est une substance psychique plus subtile, plus fine. Tu sais? Les perceptions de la vie sont plus denses, plus concrètes. Tu sais, tout ça semble concret. Et donc, dans cet esprit visé vers le concret, on est moins sensible aux éléments subtils. Et donc, ça nous échappe. Tu sais? Donc, c'est juste de se traîner, ralentir le matin, puis rester plus longtemps, prolonger, étirer le moment du matin avant d'embarquer dans, tu sais, dans les mouvements de la vie. Et puis avoir un cahier de notes. Ça tient pas. Dès qu'on sort de l'état hypnopompique, même si ça semble très, très saisi dans cet état-là, quand on revient totalement à l'état de veille, c'est parti. Et Ouais, ça m'est arrivé 1000 fois facilement. Si je tiens le rêve dans mon esprit, c'est absolument clair. Ah, je l'ai, parfait. Ah, c'est tellement vif dans mon esprit. Ça va me rester, je vais le noter plus tard. 3 secondes plus tard, attends, mais c'était quoi ce rêve? C'est parti. Mais où ça a été? Tu sais? Où ouais. est-ce que ça a été? C'était juste là. Tu sais? Puis ça m'étonne. Donc, c'est ça. C'est la façon de faire. Mais dans tous les cas, il y a quand même des périodes fluctuantes où il y a des périodes plus riches et des périodes plus creuses tu sais, d'intensité de nos rêves. Ça, c'est quand même normal. Tu sais. Euh, Puis il y a ce facteur où plus on veut, ben, moins on a parce qu'on crée une tension. Tu sais. Donc, il faut juste savoir que notre esprit génère des rêves, a des cycles de rêves. Tu sais, quand on dort, il y a des cycles de rêves et de sommeil profond. 4 fois par soir. 4 fois par soir, le cerveau rentre dans un état de conscience, un rythme d'activité cérébrale qui génère des rêves. Tu sais. Et ça se passe 4 fois, puis à chaque fois, pour un peu plus longtemps.
Et la période la plus longue est le matin. C'est pour ça on se rappelle généralement de nos rêves le matin. OK. Ah, merci Albert. C'est tellement, tellement, tellement fascinant, passionnant et intéressant. Vraiment. Et Merci de ton amour, Nathalie. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus, mais j'annonce pas tant que ça. Tu sais, je laisse les gens qui entendent venir vers moi. Et puis c'est vraiment un trésor, entendre le rêve de quelqu'un, puis de sentir ce portail s'ouvrir, puis de naviguer dans ce mystère. C'est pour ça que j'aime tellement ça, faire ça. Et puis j'aimerais beaucoup en faire plus, tu sais. Donc, j'apprécie que tu me tendes la main comme ça. ben, Mhm. avec plaisir. Puis ben justement, donc si vous avez envie de connecter avec Albert, je vais tout mettre les informations sous le podcast, sous la vidéo. Et comme ça, les gens vont pouvoir connecter avec toi. Puis en même temps, ben, tu sais, des cercles, je savais pas ça, j'ai pas vu ça passer, des cercles de quelle bonne idée de partage de rêve. Donc, Mhm. je vais rester à l'affût. Je le partagerai dans ma communauté s'il ne l'a pas passé. Super. Merci, Nathalie. Mhm. Ben, écoute, Merci. si tu veux faire une autre fois une discussion pour ton podcast où on voit un de tes rêves, ça me ferait plaisir de faire ça aussi. Tu sais, Oui, comme ben ça, c'est ça. oui, on peut faire ça une autre fois. C'est-à-dire, on peut se redonner rendez-vous, puis on peut faire un rêve. OK, on fait ça. Alors, donc, avant de Au terminer le rendez-vous. podcast, c'est un rendez-vous. La prochaine fois qu'on reçoit, puis quand je dis on, c'est comme tout le monde, toute la communauté qu'on reçoit Albert, mais ça sera pour analyser un rêve, puis ça va donner une idée justement de la façon dont ça se fait, ça se décode. Ça va me faire plaisir d'être le cobaye, Tant mieux. l'exemple. Alors, Parfait. je te remercie beaucoup. Sur ça, je te laisse, je vais te retrouver de l'autre côté de l'enregistrement. Merci énormément. Et Merci, je te Nathalie.